pour que ça fonctionne, il y a la question de la posture du chargé de coopération qui est extrêmement importante. Pour moi, ce qui a été extrêmement intéressant, de par mon parcours qui était communal, c'est ce que j'évoquais précédemment, c'est cette capacité à ne pas être expert dans tous les domaines, qui n'est pas simple. Parce qu'en fait, à partir du moment où on arrive à admettre que l'on n'est pas expert dans tous les domaines pour lesquels on nous sollicite, on admet aussi ne pas avoir la totale légitimité sur l'ensemble des sujets et avoir besoin de tout le monde pour porter un projet. Et finalement, c'est peut-être la recette du chargé de coopération, c'est que le chargé de coopération, pour permettre à des territoires de coopérer, doit lui-même se mettre dans une posture de coopération avec l'ensemble de ses collègues, n'étant pas un spécialiste de la question de la voirie, de la question de la mobilité, de la question de la transition énergétique, de la question du tourisme, de la question agroalimentaire, j'en passe, voilà. Donc effectivement, ce qui a pu être un élément agréable et désagréable en fonction des jours, c'est cette posture où on se sent parfois un peu mis en difficulté, parce qu'on n'est pas le spécialiste de la question. Et au final, on est quand même celui qui a permis à 2 personnes de se tendre la main et d'aboutir à un projet de coopération. Et avant d'arriver à cette situation-là, le chargé de coopération, il va d'abord tout seul dans le territoire voisin pour rencontrer un certain nombre d'acteurs, pour expliquer la démarche, pour tisser le lien de la relation de confiance. Et à partir du moment où la relation de confiance en interne, dans sa propre structure, entre le chargé de coopération et ses collègues des différents secteurs existe, et à partir du moment où cette même relation de confiance existe entre le chargé de coopération et les territoires voisins, et les agents des territoires voisins, à partir de là, on peut commencer à tisser véritablement des liens très forts. Et moi, souvent, ce qui se passait, c'est que je jouais effectivement ce rôle d'entremetteur. À partir du moment où la démarche était lancée, je me mettais en retrait et charge aux équipes expertes dans chacun de leurs domaines de produire ce qui était demandé politiquement. Donc il y a vraiment cette logique d'impulser et de déclencher la relation la plus constructive possible entre des agents et entre des territoires. C'est qu'il faut à la fois être donc soi-même dans la coopération, il faut soi-même se mettre dans une logique de co-construction, ce qui n'est pas forcément toujours dans nos habitudes, et d'accepter que le territoire avec lequel on travaille même si les territoires ne sont pas de la même taille, entre une métropole et ses territoires voisins, le territoire voisin a tout autant de légitimité et de place dans la discussion et dans le dialogue et dans la co-construction d'un projet, et qu'il n'y a, en fait, on doit partir du principe que les 2 territoires dialoguent d'égal à égal. L'autre élément qui est peut-être plus compliqué pour un chargé de mission de coopération et qui est peut-être plus difficile à faire comprendre, à la fois en interne et en externe, c'est un devoir d'objectivité et de neutralité. Alors, dans la fonction publique, évidemment, la neutralité, ça nous parle, mais là, c'est pas tout à fait la même. C'est que, d'une certaine manière, pour créer la relation de confiance avec les territoires voisins, si on arrive et qu'on affiche clairement que l'on est là dans le cadre d'une mission très précise et qu'on ne dérogera pas au cadre qui est fixé, ça limite quand même le dialogue. Donc, on a évidemment ce cadre, mais il faut revenir vers son employeur, vers sa structure, et expliquer aussi quelles sont les contraintes du territoire que l'on a en face. Et je crois que pour arriver au consensus qu'on recherche dans le cadre d'une coopération, ça nécessite vraiment des allers-retours systématiques entre les territoires. Et pour que cette relation de confiance existe, il faut avoir un dialogue, un discours très transparent et très franc avec les personnes avec lesquelles on travaille. L'un des aspects qui peut-être est également très spécifique au métier de la coopération, c'est qu'on a tendance à fonctionner en silo dans nos collectivités. Et finalement, cette légitimité auprès des collègues, elle est très difficile à obtenir, parce que ça veut dire faire travailler, en tant que chargé de coopération, faire travailler un certain nombre de collègues
pour lesquels on n'a aucune relation, ou avec lesquels on n'a aucune relation hiérarchique. Et le fait de travailler de manière décloisonnée, de manière horizontale avec un certain nombre de collègues, c'est facile à dire, c'est facile à écrire dans une note, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Évidemment, quelqu'un qui est dans la coopération doit être un excellent diplomate, un excellent négociateur, doit savoir convaincre. Évidemment, on n'est pas une armée chargée de coopération dans nos collectivités, donc il faut savoir déléguer, on ne peut pas tout porter seul, et c'est justement ce que je disais, il faut réussir à mobiliser les collègues hors hiérarchie pour travailler sur ces sujets-là. Il faut être force de proposition à tout moment auprès de sa direction, auprès de sa hiérarchie, pour faire rebondir les projets, émerger les nouveaux projets, saisir toutes les opportunités. Il faut savoir évidemment être stratège, savoir abandonner parfois son leadership pour permettre aux autres d'adhérer à un projet. Il faut savoir adapter son mode de fonctionnement, adapter le rythme et la vitesse du fonctionnement aux collègues qui, pour 90 ou 95 ou 99% de leur temps, ont une feuille de route qui est dédiée au territoire de la métropole ou au territoire de la communauté d'agglo ou communauté de communes, et auquel on va demander de prendre du temps qui n'est pas toujours prévu pour travailler sur des sujets de coopération. Et donc, à partir du moment où ils l'acceptent, il faut accepter de notre côté d'adapter notre vitesse et nos exigences à leurs contraintes. Il faut évidemment, y compris dans les situations complexes, maintenir le cap. Il faut savoir attendre en matière de coopération. Les choses ne viennent pas du jour au lendemain, et parfois elles viennent plus vite que ce qu'on pensait, et parfois elles viennent beaucoup moins vite que ce qu'on imaginait. En matière de coopération interterritoriale, ce qui est important également, c'est de se rappeler qu'on a la possibilité d'être créatif. Les contrats de réciprocité en sont, je trouve, un bon exemple. On a le droit d'innover, on a le droit d'expérimenter dans le cadre des collectivités territoriales. Et finalement, la construction des relations interterritoriales, c'est quelque chose qui relève de cette question de l'expérimentation permanente. Comment tisser les liens les plus opérationnels entre des territoires pour aboutir à un projet politique partagé. Ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, dans la coopération interterritoriale, c'est que les thématiques qui sont portées dépassent de loin les frontières administratives de chaque territoire, et bien souvent, les couleurs politiques s'effacent face à ces enjeux thématiques interterritoriaux.